Sur l'axe même du rift, ainsi au lac Assal, au lac Abbé, du côté de l'Ertaallé, nous avons découvert que l'âge des roches est pratiquement nul. Nul géologiquement parlant, c'est-à-dire en comptant comme unité le million d'années. Et puis alors, nous avons eu la fortune exceptionnelle, unique au monde à ce jour, nous sommes extrêmement favorisés, de pouvoir mesurer directement un de ces écartements. Quand nous avons découvert la nature véritable de la phare, nous nous sommes dit, un de ces jours, ici, ça va s'élargir brusquement, parce qu'en réalité, les efforts colossaux qui écartent les plaques l'une de l'autre jusqu'à ce que ça casse, agissent continuellement, mais le roc, il résiste, il est mécaniquement dur et il résiste à l'étirement. Jusqu'au moment où l'accumulation de ces efforts qui s'exercent sous l'écorce terrestre, dans la sténosphère, dans le manteau supérieur, quand l'accumulation de ces efforts arrive à dépasser tout à coup le seuil de résistance mécanique des roches, et les roches cassent. Les roches donc cassent et les lèvres des fractures s'écartent. Lorsque cet écartement est suffisant, le lava s'injecte et des éruptions se produisent. Dans la dépression de la phare, la jeunesse extrême du relief, des roches, des cratères, des coulées de lave, cette jeunesse nous avait convaincus qu'un événement tellurique allait se produire dans un avenir rapproché. Par-delà le lac Assal et sa berge de sel gemme, on voit fort bien la structure en gradin basculé, structure tout à la fois de soulèvement et d'effondrement. Puisque nous étions certains que le rift allait jouer dans les années à venir, et vraisemblablement avant l'an 2000, nous étions en 1970, il fallait faire faire le nécessaire pour observer le phénomène et surtout pour le mesurer. J'avais réussi à convaincre de cela le directeur de l'époque de l'Institut physique du Club de Paris, Georges Joubert, qui a finalement cru et qui a fait installer un réseau de sismographes pour enregistrer, étudier, analyser tous les chocs sismiques qui ne peuvent manquer d'accompagner un tel phénomène. Et j'ai convaincu également le directeur de l'époque de l'Institut géographique national, l'IGN, Georges Laclavère, pour qu'il couvre d'un réseau de bornes géodésiques toute cette vaste région. On compte à peu près 200 km², 250 km², ce qu'il a fini par faire. Ça coûte tout de même très cher, n'est-ce pas? Ça a été un très dur travail sur le terrain. Je te dis, c'est l'endroit le plus chaud du monde à cause de la latitude tropicale, du climat sec et du relief négatif. Le lac Assal est à moins 155 mètres et les gars qui ont fait ça, les gars de l'IGN, conduits par Henri Tréchot, ont fait un travail formidable dans l'hiver 72-73. Et ils ont mesuré au géodimètre laser les distances entre toutes les bornes de ce réseau géodésique. Ça, c'était le point A. Le point B, c'était d'attendre que quelque chose se passe et puis de refaire les mesures. Et quelque chose s'est passé. Et la chance formidable, c'est que le quelque chose s'est passé non seulement alors que nous étions encore vivants, mais alors que nous étions, moi le plus vieux de la bande, j'étais pas encore tout à fait gâteux. Ça s'est passé 5 années plus tard. On a eu une chance folle. Une chance folle. En novembre 78, la Terre s'est brutalement ouverte avec une crise sismique bien sûr violente. Et elle s'est ouverte tellement, on l'a mesuré après, c'était environ 1,80 m. 1,80 m, donc c'est comme ceci. Toute une série de failles parallèles. Et par la plus large d'entre elles, le magma fondu qui était en dessous est monté et est venu faire éruption à la surface. Alors j'ai donné un nom à ce volcan, j'ai donné d'après le nom du lieu-dit qu'il y avait sur la carte, tout près du lac Assal. C'est là que l'éruption s'est produite et j'ai baptisé le volcan Ardukoma. L'Ardukoma apparaît comme un volcan terrestre. Pourtant, il se situe près de 120 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors est-il terrestre ou sous-marin?
Eh bien, c'est un volcan qui se trouve sur un fond d'océan. Il est sous le niveau de la mer. Et ce fond d'océan est miraculeusement, pour le moment, exondé. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est un volcan sous-marin, mais dont l'activité n'est pas du tout celle d'un volcan sous-marin qui explose dans la mer, celle d'un volcan subaérien qui fait ses explosions dans l'atmosphère. Cette éruption accompagnait une expansion locale de fonds océaniques. Elle s'était déroulée à 130 mètres sous le niveau de la mer, cependant à l'air libre. Lorsque cela se passe sous l'eau et sous une épaisseur d'eau suffisante pour empêcher le gaz éruptif de faire explosion, les choses sont tout à fait différentes. Le magma sort de façon paisible. Il s'accumule en coulées caractérisées par des formes arrondies, on les appelle des laves en coussin ou en anglais pilolava. Dès que la pression de l'eau ne suffit plus à contenir les gaz éruptifs, ceux-ci font explosion et déchirent la lave en lambeaux. Au contact de ce magma à plus de 1100 degrés, l'eau est instantanément vaporisée et les bulles qui le peuvent s'échappent. Par contre, celles qui sont piégées par-dessous éclatent avec violence et fragmentent le lambeau, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit réduit en poussière. Et jaillissent alors de la surface de la mer les impressionnants jets de cendres noires, noires parce que trempées, qui fusent à plus de 1000 km à l'heure au départ, jusqu'à bien plus de 1000 mètres d'altitude sous l'eau. Et de ces millions de mètres cubes de cendres chaudes, gorgées d'eau de mer, se dégagent, dès que leur température descend suffisamment, des tourbillons immaculés de vapeur blanche. En vérité, ce n'est pas de la vapeur, laquelle est transparente, mais des nuages de microscopiques gouttelettes. Et à la pointe de chacun de ces jets, plus rapide que les poussières et les sables, se trouve une bombe volcanique relativement volumineuse. Et le tout retombe en une grêle impressionnante. Grêle impressionnante surtout pour celui qui s'aventure dans ces nuées de cendres noires. Cendres qui retombent sur la mer et puis descendent dans l'eau pour aller se déposer sur le fond où, en couches successives, elles édifient progressivement autour de la bouche un cône volcanique.